Construire un pont sur la Loire a toujours été un défi. Decize étant établi sur un îlot rocheux, la tâche était double et même triple avec le passage de l'Aron. Nous sommes ici dans un milieu hostile. En effet, la Loire a toujours été un fleuve sauvage, réputé pour ses crues souvent dévastatrices. De plus, les alluvions sablonneuses sont particulièrement instables. À l'époque de la construction du pont actuel, le bras de Loire constituait le chenal principal. Les ponts ont longtemps été construits uniquement en bois, puis avec des piles en pierre sur lesquelles reposaient des travées de bois. À chaque crue importante, des piles étaient renversées par la force du courant et par les embâcles. Il faudra attendre le début du XVIIIe pour que l'on arrive à maîtriser ce problème. C'est à cette époque que Colbert a créé le corps des ponts et chaussées et surtout l'école nationale des ponts et chaussées qui formera des ingénieurs renommés, tels ce Perronnet ou ce Règemorte, à qui l'on doit le pont sur l'Allier à Moulins et pour partie celui de Nevers sur la Loire. Nous nous proposons d'expliquer les principales étapes de la construction du pont de Loire à partir de maquettes. Bonjour Jean-Claude, peux-tu nous expliquer ce que représente cette maquette? Cette maquette, elle explique comment on s'y prenait pour réaliser les fondations d'une pile de pont. La première opération consiste à mettre en place une enceinte étanche appelée bâtardot. Pour ce faire, on enfonce une double rangée de pieux espacés d'1 mètre et entre ces pieux rainurés, on enfonce des planches assemblées qu'on appelle les pales-planches. Comment et avec quels outils enfonce-t-on les pieux? Au XVIIIe siècle, on utilisait un engin appelé sonnette à tiraude. Le principe consiste à soulever une masse en bois dur ou en métal à l'aide d'une corde et d'une poulie sur une hauteur d'environ 1,30 m. On laissait retomber cette masse, que l'on appelle aussi mouton, sur la tête du pieu. Et combien d'hommes pour actionner cet engin? La masse pesait entre 150 et 450 kg. On considérait qu'un homme pouvait soulever 15 kg durant des volées de 30 coups. Entre 10 et 30 personnes étaient donc nécessaires à la manœuvre. Toutes les demi-heures, il y avait une relève et la journée durait 12 heures. Revenons au bâtardot. Comment assure-t-on l'étanchéité de l'ensemble? Alors on va d'abord extraire le maximum de sable entre les rangées de pieux et de pales-planches. Puis on comble l'espace avec de la terre glaise à laquelle on incorpore du foin et du fumier. Et ensuite, il va falloir évacuer le maximum d'eau à l'extérieur de l'enceinte. Dans le cas de Decize, cette opération s'est faite manuellement à l'aide de baquets. Un travail de longue haleine qu'il faudra poursuivre durant toute la fondation de la pile. Après toutes ces préparations, je suppose que l'on va pouvoir attaquer les fondations des piles? En effet, on va pouvoir mettre en place des pieux XXL, que l'on appelle aussi des pilotis, espacés régulièrement sur l'emplacement de la pile. Ceux du pourtour seront rainurés pour recevoir des pales-planches. Quelles sont les dimensions de ces pilotis? Le diamètre était d'environ 30 cm pour une longueur de 5 à 7 mètres, c'est-à-dire des troncs d'arbres, et de chênes en l'occurrence. On peut dire qu'il y a une forêt enfouie sous les 10 piles et les 2 culées du pont de Loire.
Une fois les pilotis et les pales-planches enfoncés au maximum dans le lit du fleuve, on va recéper, c'est-à-dire égaliser l'ensemble à l'aide d'une scie, et cela à une hauteur inférieure d'au moins 50 cm du niveau des plus basses eaux connues. Pourquoi est-ce important ce niveau? On savait depuis longtemps que le bois ne pourrissait pas tant qu'il était sous l'eau. C'est la mise à l'air, même temporaire, qui engendre le pourrissement. Et quelles sont les étapes suivantes? Les pilotis seront calés avec des blocs de pierre et pour les solidariser, les pilotis, on les fixe à l'aide d'une grille en charpente de bois. Sur celle-ci, on cloue ensuite un plancher épais qui va recevoir les parpaings de pierre constituant la base de la pile. Les 3 ou 4 premiers rangs sont formés de blocs de grande dimension. Les rangs suivants sont montés légèrement en retrait jusqu'à une hauteur dépassant d'environ 1 mètre le niveau moyen du fleuve. Le bâtard d'eau peut alors être démonté et réutilisé pour une autre pile. Passons à ta deuxième maquette. Je crois qu'elle explique la construction des arches. En effet, durant la mauvaise saison, les charpentiers ont fabriqué des éléments de support, qu'on appelle des fermes. Celles-ci seront transportées sur le chantier et remontées à l'aide de grues. Sur quoi reposent ces fermes? Les 5 fermes nécessaires pour la largeur du pont prennent appui sur des pierres en débord prévues lors de la construction de la base des piles. Sur ces fermes sont fixées des planches qui permettent de les solidariser en épousant l'arrondi. C'est ce que l'on appelle le couchis. Mais qu'appelle-t-on cintre? C'est cet ensemble de fermes avec le couchis qui constitue le cintre, donnant la forme de l'arche, ici en forme d'anse de panier. Le montage des voûtes commence par la pose des pierres taillées en bordure, puis en continuant vers l'intérieur. C'est ce que l'on appelle les voussoirs. En parallèle, on élève les piles avec leur avant-bec, du côté amont, et les arrière-becs, côté aval. À quoi servent ces deux éléments de la pile? Ces éléments jouent le rôle de contrefort. De plus, l'avant-bec dévie les arbres charriés par les crues ou les blocs de glace après la débâcle lors des hivers rigoureux. Et quand est-ce que l'on démonte les cintres? On procède au décintrement, c'est la formule habituelle, après un long séchage, parfois d'1 an. C'est une opération très délicate qui doit être méthodique. Il restera donc à réaliser le tablier du pont. L'espace à la jonction des arches, on appelle les reins, est comblé avec des pierres brutes. Les parapets étaient ensuite constitués de 3 rangs de pierres de taille. Je suppose que la chaussée était pavée. Et les trottoirs? Effectivement, à l'époque, les routes étaient pavées, mais à l'origine, il n'y avait pas de trottoir, simplement des bornes qui étaient espacées pour les piétons. Cet essai de vidéo, outre son aspect pédagogique, tente de mettre en valeur un patrimoine architectural remarquable et le savoir-faire des maîtres d'œuvre. C'est aussi un hommage à toutes les personnes ayant œuvré pour réaliser un pont qui a résisté aux fureurs de la Loire depuis 250 ans. Ce sont les maîtres artisans, les compagnons tailleurs de pierre, les maçons, charpentiers, mais aussi les bûcherons, les scieurs de long, les galvachers, les forgerons, sans oublier les centaines de manouvriers tels que les terrassiers, les dragueurs de sable, les écopeurs et bien d'autres.